Chers auditeurs, bonjour, je suis Afida Chader et je suis heureuse de vous retrouver dans ma chronique littéraire et poétique Livres ouverts sur Radio Selem. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre très particulier. Premièrement, car c'est l'histoire d'un rêve d'une vie que l'auteur a eu la chance de pouvoir réaliser. Et deuxièmement, l'auteur de ce roman est un Lyonnais, fils d'immigrés algériens. Il s'interroge sur l'identité, la montée de l'extrême droite. Et c'est au Brésil qu'il se retrouve. Boumé Boubaker est né à Lyon en 1963. En 1970, enfant, il regardait la finale de la Coupe du monde de football qui opposait l'équipe d'Italie à celle du Brésil, avec son joueur hors du commun, Pelé. Impressionné par les supporters brésiliens, il dit à son père « Papa, c'est là-bas que je veux vivre, car les gens chantent et dansent ». Il avait 7 ans. 20 ans plus tard, il a pu faire son premier voyage à Rio de Janeiro. Et depuis, passionné, il y retrouve chaque année ses amis. Il a depuis visité une 20aine de fois ce vaste pays, grand comme 17 fois la France. L'homme de Rio, Boumé Boubaker. La vingtaine. Driss avait une vie consacrée à travailler et à faire la fête, comme pour beaucoup de jeunes de son âge. Il partageait avec ses amis les mêmes habitudes et centres d'intérêt. Les filles restaient leur sujet préféré, et à ce petit jeu, il avait toujours une longueur d'avance. Lors de soirées organisées avec ses amis dans son nouvel appartement de la rue des Trois Enfants à la Croix-Rousse, Driss passait en boucle les albums de João Gilberto et Tom Jobim, dont Chega de Saudade, qui bouleversa en son temps non seulement la musique brésilienne, mais également celle du monde entier, ce qui n'était pas toujours du goût de tout le monde. « Putain, Driss, tu fais chier avec ta musique. Tu nous saoules avec ton Brésil. Y es-tu allé une fois ?»« Non, répondit Driss, tu as raison. Je vais y aller. Et ce sera pour cette année. »« Mais c'est dangereux. Tu ne vois pas les reportages à la télé sur les favelas et la violence lors du carnaval ? Il y a au moins 1000 morts chaque année. 1 million pendant que tu y es. Arrêtez de faire chier Driss, vous êtes jaloux. Je vais vous dire, j'irai avec lui, asséna Jacques d'un air décidé. Vous allez vous faire découper. Ne t'inquiète pas, dit Jacques. Que veux-tu qu'il arrive à un juif accompagné d'un arabe ? Des éclats de rire retentirent et vinrent clore le débat. Février 1990, Lyon est envahi par un soleil printanier inhabituel pour l'époque. Alors qu'une semaine plus tôt, la neige avait recouvert d'un épais manteau les artères et les immeubles. La température frôle ce jour-là les 18 degrés. Surpris par cette chaleur soudaine, les habitants sortent de leur torpeur hivernale, se ruant aux terrasses des petits bouchons pour profiter des prémices des saisons chaudes. Encore à moitié endormi, après une nuit passée à préparer ses affaires, Driss s'affaire à rassembler les derniers papiers et autres habits. Il a rendez-vous dans 1 heure avec Jacques à la gare Perrache. Tandis qu'il rejoint son ami avec un bon quart d'heure de retard devant le parvis de la gare, il ne peut s'empêcher de trépigner en attendant le bus qui doit le conduire à l'aéroport de Satolas. Quelques heures et une correspondance plus tard, l'avion atterrit sur l'aéroport de Rio de Janeiro. Le voyage a été plus court que prévu. Ils ont occupé le temps en dormant, mangeant, mais surtout en se projetant dans l'aventure qu'ils s'apprêtaient à vivre. Au moment précis où l'avion terminait sa descente, Driss, à la vue du spectacle qui s'offrait à ses yeux, laissa échapper une émotion. Jacques se met à rire. Il sait néanmoins que son ami réalise à cet instant précis un rêve d'enfant. Ils avaient réservé un des meilleurs hôtels de Rio, le Rio Hotels sur l'Avenida d'Atlantica.
celle-là même qui serpente le long de Copacabana et relie Arpaodor à Lemay. La fatigue faisant peu à peu son lit, Driss et Jacques rentrent à leur hôtel à la nuit tombée. Tous deux se couchent presque immédiatement, tandis que Jacques trouve le sommeil au bout de 5 petites minutes. Driss, lui, allongé sur le dos, le regard fixé au plafond, n'en finit pas de torturer son esprit. Dans un état de semi-conscience, il ne se rend pas compte de la lutte qui se joue dehors. Il est presque hors du temps, baigné dans ses pensées, tantôt gagné par l'euphorie, tantôt par l'angoisse. Son esprit n'arrive pas à se fixer. Toute sa vie défile dans sa tête, se rendant compte qu'il réalise là un rêve, celui de toute une vie. Il se remémore toutes ces nuits passées à s'imaginer fouler les rues de Rio. Driss se rappelait aussi que dans les moments les plus difficiles de son existence, il s'était toujours accroché à cette idée, à l'époque utopique, qu'un jour il serait brésilien, et cela suffisait à lui redonner l'envie d'affronter les tracas du quotidien. À Cosmovelo, quartier de Rio, au-dessus de Laranjeiras, Driss et Jacques trouvent le Bandino, qui doit monter le Morro de Corcovado, traversant la forêt de Tijuca, pour atteindre le Christ Rédempteur situé à 700 mètres de haut. La plus belle vue du monde les attend. « Non, dit Jacques, je ne monte pas. »« Mais que me racontes-tu ? Je ne crois pas en Jésus. »« Qu'est-ce que tu en as à faire ? On monte pour la vue. »« Non, Driss, vas-y, je t'attends. » « Tu es vraiment con. De toute façon, Jésus était juif, alors ne fais pas ton cinéma. »« Je t'attends, insiste Jacques. »« Bon, ok, j'y vais. » Dans le petit train qui le transporte sur le haut de Morro, Driss se remémore les scènes du film « L'homme de Rio » qu'il avait tant aimé. En sortant de cette machine qui l'avait fait voyager dans ses rêves les plus fous, Driss sort de ses songes par une étrange sensation qui saisit tout son être. Tout en gravissant les escaliers, il sent un regard posé sur lui qui se révèle lorsqu'il lève les yeux. C'est le Christ, c'était lui qu'il avait suivi depuis le début de son ascension. Il se courbait maintenant sur Driss et l'envahissait de toute sa présence. La vue sur la baie de Guanabara était superbe. Peu à peu, Driss se sentait enfin devenir un carioca. En redescendant, il pense à cette statue. Son visage doux l'accompagne dans ses pas. Jacques, tu as raté quelque chose. D'abord, la vue sur Rio est magnifique. Puis, le Christ est fait d'une telle façon que personne n'est exclu. Ah bon ? Tu t'es converti au catholicisme maintenant ? Non, mais la vérité, ça m'a fait quelque chose. Puis d'abord, tu le sais très bien, je suis croyant non pratiquant. Alors, déjà que je ne pratique pas la religion de mes parents, je ne vais pas en pratiquer une autre. Va savoir, peut-être as-tu trouvé la voie ? Lâche Jacques dans un éclat de rire. Putain, t'es con. À l'inverse de toi, je rentre dans une mosquée, une église ou une synagogue sans problème. Puis merde, on est en vacances à Rio, alors laisse tomber les religions. Le soir arrivé, les deux amis décident, malgré leur maîtrise plus qu'approximative de la langue locale, d'expérimenter les soirées brésiliennes. Soudain, un jeune homme s'approche d'eux et se met à leur parler dans un anglais aussi hésitant que leur portugais. Il doit à peine avoir la vingtaine, le crâne rasé, le visage rond. Il arbore un sourire radieux qui semble être tout à fait naturel. Même sa démarche paraît être joyeuse. « Quel est ton prénom ?»« Paulino. » À la table, juste à côté, je vous présente mon ami Marcello. Nous sommes de Rio, plus précisément de la Rocinha, la favela. Vous connaissez ? Oui, de nom. Nous avons lu quelques articles et vu des documentaires à ce sujet, répond Driss. La favela ne s'étudie pas dans les livres. Elle est trop complexe pour que des mots puissent la résumer. Si tu veux la comprendre, il faut que tu arpentes ces ruelles. Mais attention à ta tête. Tout le monde n'a pas le droit d'y entrer.
En revanche, si vous voulez, Marcello et moi, nous pouvons vous servir de guide dans la ville. » « Vous feriez ça ?» demande Jacques, agréablement surpris par la proposition, avec toutefois une pointe d'inquiétude. Il craignait que ces deux jeunes gens puissent en vouloir à leur argent. On leur avait dit tellement de choses au sujet des jeunes issus des favelas. « Rendez-vous demain à ce même kiosque à 11h, ok ? » « Ok, Paulino. À demain alors. » Cette perspective ravissait Driss et Jacques, tout comme elle les laissait un peu soucieux. On n'est jamais à l'abri de rien, surtout dans une ville comme celle-ci, connue pour son extrême violence. Ils s'accordèrent ainsi pour rester sur leur garde et emporter avec eux le moindre objet de valeur possible. Malgré tout, ils se disent que c'est une chance pour eux de pouvoir bénéficier de guides improvisés. Il aurait été difficile de faire une telle rencontre à Lyon. Driss et Jacques profitaient de ce relâchement céleste pour continuer à se reposer de cette riche journée. Ils observaient avec un regard aiguisé et amusé les passants qui, dans leur déambulation nocturne, donnaient l'impression de danser tout en marchant. On aurait dit que la samba et autres bossa nova les avaient modifiés génétiquement. Ces musiques, pourtant à peine âgées d'un siècle pour la première, se seraient déjà inscrites jusqu'au plus profond de leur être. Driss, qui avait passé des heures à écouter ces mélodies, comprenait là que la musique n'est pas qu'une passion au Brésil, mais aussi et surtout un art de vivre. Elle est le fruit d'un héritage riche aux couleurs amérindiennes, européennes et africaines. À l'instar de la diversité socio-culturelle du pays, elle recouvre de multiples facettes. Elle est l'essence même de cette nation multicolore. L'homme de Rio, Boumé Boubaker.